Bonjour tout le monde, bonjour Tech News et moi Abdallah, votre hôte aujourd'hui avec une version spéciale en français avec notre invité Naufaz qui est un Mauricien établi en France et travaille comme développeur. Bonjour ou bonsoir Naufaz, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, hein. Première chose, merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur Tech News. Bah, Et merci de m'avoir invité. ouais, je pensais t'inviter à un moment donné, mais faute de temps, hein. Bon, on va pas trop tarder de rentrer dans le sujet aujourd'hui qui va être vraiment intéressant. Ce sera sur le clean code, je sais pas comment on dit ça en français, mais d'abord, peut-être tu peux dire quelque chose sur toi, un peu ce que tu fais, tes hobbies. Ouais, merci. Moi c'est Naofaz, développeur full stack, mais une préférence pour le back. On va dire 80% back, 20% front. J'ai travaillé sur pas mal de missions pour l'État français, du coup pas mal de missions. Une mission pour les pompiers, une mission pour la prévention de fraude. Et là, je travaille en tant que développeur back chez EMS, la marque Deluxe EMS. Donc voilà, de plus ma stack technique, c'est plus du Node, donc Node.js, Express, tout ça, et en front un peu de React, même si j'ai déjà fait du Angular aussi, mais j'aime pas trop. Mais plus de React. Voilà, donc 7 ans d'expérience en tout. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est clean code, comme tu en as parlé. Clean code, TDD, du BDD, domain driven design. Je sais que tu fais pas mal de posts aussi sur du domain driven design. C'est des choses qui m'intéressent. Hexagonal, clean architecture, tout ça, c'est ce que je fais au quotidien et voilà, ça me plaît beaucoup. Sinon, non, super, hein. Sinon, tes hobbies, pour te déstresser, qu'est-ce que tu aimes faire? Pour me déstresser, bon, ça me stresse aussi souvent, mais regarder le match de foot, mon équipe préférée c'est Arsenal, donc du coup on s'est fait éliminer hier. C'est pas très top, mais voilà. Euh, j'ai pas passé une bonne nuit, donc du coup, non, mais ouais, j'aime bien le foot, tout ce qui est sport, tout Ouais, ça, foot, Formule 1, tout ça, c'est des choses que j'aime bien. ouais, je dis quelque chose, je partageais ça avec un cousin. Je sais pas si tu avais entendu le Pope Effect. Le Pope Effect, c'est que quand le pape de l'époque est décédé, cette année, une équipe anglaise a toujours gagné la CA. Champions League, Nottingham Forest, récemment, je crois que c'était Liverpool, Chelsea, City. Mais là, moi aussi, je m'attendais qu'Arsenal, malgré que je suis Ouais, un fan de Manchester United, ouais, mais tout ça, ça. c'est pas grave, hein. Paris, je pense. Ah, Bon, ah, je- non, c'est pas ah, grave. Sinon, rapidement, hein, c'est quoi ton expérience de travailler en dehors de Maurice? En quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu la question. Abroad, en dehors de Maurice? Ouais, ton expérience. C'est très compliqué de dire parce que j'ai jamais travaillé à Maurice. Bon, j'ai fait des petits boulots étudiants, tout ça, mais jamais travaillé dans le monde professionnel à Maurice. Donc, très compliqué pour moi de faire une différence. Mais j'ai pas mal d'amis, tout ça, qui sont à Maurice. Et franchement, je vois pas trop de différence. Mais en fait, ici, peut-être en Europe, aux États-Unis, tout ça, t'as plus d'entreprises, plus de choix, peut-être. C'est plus facile en fait de passer d'une entreprise à une autre, mais à part ça, je vois pas trop de différence en fait. Voilà. Après, tout ce qui est conditions de travail, tout ça, ça dépend de ton manager, de ton Ouais, supérieur. S'il est cool avec toi, donc tout se passe bien. ouais, S'il est pas ouais, très ouais. cool, mais ça, c'est partout, c'est comme ça, je pense. Ouais. Non, tu as raison. C'est pour ça qu'on dit que people don't leave their jobs, they leave their managers. C'est Bon, ça. super. Maintenant, on va démarrer dans le topic d'aujourd'hui. Alors, je te laisse, comment dire, the flow. Merci. Du coup, je voulais parler un petit peu de clean code, ce que j'aime bien faire, ce que je fais au quotidien. Déjà, le clean code, c'est en français, c'est coder proprement. On dit clean code aussi, donc on utilise beaucoup de termes en anglais aussi. Clean code, c'est de coder proprement, c'est-à-dire avoir un code qui est propre, qui est compréhensible, qui est lisible, qui est facile en fait à apporter des modifications, de faire évoluer, de maintenir dans le temps. C'est ça en gros le clean code, et pas forcément par le développeur qui l'a écrit, donc par une autre développeur aussi. Donc voilà, donc trois petits tips que j'ai en tête pour commencer déjà à du clean code. Déjà, je recommande le bouquin de Clean Coding, Clean Code de Robert Martin, qui est très intéressant. Donc pour commencer, ça c'est la base, c'est de bien nommer les variables, on va dire, variables et fonctions.
qui reflète vraiment l'intention métier. Je donnerai un exemple tout à l'heure, je partagerai mon écran pour donner un exemple, mais le naming doit être bien explicite, ce que fait le code. Je dirais aussi, deuxième exemple, bon, j'ai pris des petites notes, mais le deuxième exemple, c'est le S de principe solide, donc single responsibility, à tous les scénarios, à tous tes use cases, à tous tes différents cas que tu peux avoir. Donc tu dois toujours avoir ça en tête. Tu écris tous tes scénarios, tous tes tests. Aussi, donc voilà. Donc du coup là déjà tu vas coder, tu vas avoir tout le comportement dans le test et ton code. Ensuite tu vas écrire ton code qui va faire passer les tests. Donc comme on l'appelle, c'est Red, Green, Refactor. Les trois étapes du TDD. Et la partie qui est le plus important, pas le plus important, mais qui est très important aussi, c'est la partie refactor derrière. Donc, déjà, si tu as ton test qui est rouge, tu le passes au vert, tu sais que déjà ça répond bien à ton métier, ça répond bien à ton use case. Et la partie refactoring, bah, pour améliorer ton code. Et voilà. Donc, je sais pas ce que tu en penses sur ces trois tips déjà pour s'initier en fait au clean coding. Qu'est-ce que tu en penses toi, ce que tu fais tous les jours? Non, non, c'est parfait, hein. C'est super. Le TDD, disons, moi, je travaille plutôt dans le legacy code. Bon, je sais pas si si on fait vraiment du TDD, mais si je dois travailler à chaque fois, si je dois travailler sur quelque chose de nouveau, j'essaie de faire du TDD. Helpful, je suis en train de penser si récemment j'ai eu l'opportunité de faire TDD. Non, pas vraiment, mais c'est helpful, hein. Avant, je le faisais dans un projet plutôt from scratch. Et je suis assez, comment dire ça? Je suis assez fan du TDD. Des fois, c'est un peu difficile, mais les autres, c'est vrai. La single responsabilité, c'est très, très important. Enfin, le solide, je crois que tout est important dedans. Et Ouais. puis, le naming, très important. Ouais, ouais, non, c'est cool. Super. Bah, je te propose que je présente mon écran pour te donner un petit exemple sur bon, pas du TDD, je vais pas coder pour l'instant, on n'a pas trop de temps, mais je te donne un exemple sur le premier point qui est le bon nommage et le single Super. responsibility. Tu me dis si tu vois bien mon écran. Ouais, super. Donc ici, si tu regardes bien, on a deux fonctions qui font la même chose. Le premier, c'est une fonction mal écrite, on va dire, bad naming. Et l'autre, c'est good naming. Donc, en gros, c'est une fonction qui applique bah, une promotion, un discount, en fait, sur un prix. Si on regarde ici, déjà, le nommage de la fonction, ça te parle pas très bien. Handle price calc, ça veut pas dire grand-chose. Apply discount to price, tu sais très bien, ça reflète vraiment le métier. Qu'est-ce que ça fait, en fait, la fonction. Donc, ici, base amount, discount percentage, je pense, ouais, voilà, discount percentage, mais c'est pas très bien écrit. Donc si toi qui l'as écrit, tu reviens après, je sais pas, 2, 3 mois, peut-être que tu vas avoir du mal. Mais imagine quelqu'un qui n'a jamais vu ce code-là, il voit ça, donc il prend beaucoup plus de temps et à débugger. Si par exemple tu as un bug dessus, comment tu fais? Donc c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si t'as pas de test. Quand tu parles de legacy, etc. Mais si t'as pas de test, c'est pire. Donc ça c'est la partie, on va dire, good naming, un bon nommage, apply discount to price, original price, count percentage, et on fait les opérations ensuite derrière. Je trouve que c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus compréhensible ici. Voilà, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça ou si tu as des choses que je peux améliorer dessus. Non, c'est super. Ce que j'aime très bien aussi, c'est le early return, le goal close. Ouais, La condition n'est pas bon, ben, on se tire, on se casse. c'est ça. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Else, j'aime pas trop utiliser dans le code. Faire les early returns, ça permet d'enlever les else. Voilà. Et si t'as pas d'autres questions, ça au deuxième exemple, qui est le single responsibility. Là, on a une fonction. Bon, j'ai pris un exemple comme ça vite fait. Pour process en order, par exemple, tu as une fonction qui processe en order, qui prend un order en entrée, qui prend un discount code, mais qui fait plein de choses, qui vérifie une condition, qui sera une erreur, qui vérifie s'il y a un discount avec un discount code et ensuite il retourne l'order. Ok. Donc ça viole le principe de single responsibility parce que là tu fais plusieurs choses dans la fonction. Par contre, ici, dans le process order to, tu vois que tu as un validé discount code. Donc, c'est une fonction qui va valider, en fait, lui, il va seulement faire la validation du discount code. En gros, il vérifie juste bah, si, bon, là, c'est une condition, hein, si le discount code existe vraiment, etc. Et si le code, bah, le length, s'il est moins que 3, donc c'est une règle métier, on va dire que, voilà, c'est pas valide, en fait, c'est une valide code. Enfin, voilà. Et lui, il fait vraiment, la validation du discount code, qu'on l'appelle ici.
Et ensuite, derrière, on fait le apply discount. Donc, c'est une autre fonction qui va appliquer, en fait, le discount dans le prix. Donc c'est bien séparé. Demain, si par exemple tu souhaites faire évoluer cette fonction-là, c'est très facile. Tu peux facilement enlever la fonction. Tu peux par exemple, t'appliques un autre discount, t'appliques un autre discount ici. Tu vois, tu peux t'adapter assez facilement évoluer en fait la fonction. Ici, bon là c'est un exemple assez simple. Et t'imagines dans des grandes entreprises, dans des projets qui sont immenses, t'as beaucoup de code, beaucoup de règles métiers, ça devient vite compliqué de rajouter d'autres fonctionnalités. Et d'ailleurs, je sais pas moi, dans des projets où tu as travaillé, mais moi, dans beaucoup de projets où c'était vraiment ça le problème en fait, c'est de faire évoluer, en fait, de rajouter d'autres fonctionnalités. Non, non, c'est super intéressant, je suis complètement d'accord. Parce que quand c'est des méthodes ou des fonctions différentes, très très facile d'écrire des tests, du mock out et tester, par exemple, une des fonctions, méthode Ouais, séparément. C'est extrêmement utile. D'ailleurs, je vais travailler un peu sur du tech dev récemment. Et là-bas, des fois, il y a des endroits qui sont assez mélangés. Le problème, c'est que ça devient tellement difficile d'isoler la méthode que tu veux vraiment tester. Des fois, on peut même pas faire du unit test, on va faire plutôt de l'intégration. C'est-à-dire, on va pas aller moquer les données, on va mettre des données réelles dans le cache, dans la base de données, on va y aller la logique. Plutôt faire un peu de coverage parce que l'integration test, c'est assez cher. Mais exactement. parce que le code, en premier temps, c'était pas vraiment clean, c'était pas bien écrit. Alors, en termes de tech dev, on est un peu bloqué. Ouais, après quand tu travailles sur du legacy, ce qu'il faut s'assurer, c'est avoir des tests qui couvrent en fait tes cas métiers avant de commencer à refactorer, donc blinder ton code avec des tests. Et ensuite tu peux commencer à refactorer quand t'es plus serein, en fait, que tu casses pas les fonctionnalités qui existent déjà. Je sais pas si toi, t'as déjà travaillé. Donc là, tu me dis que tu travailles sur du legacy, c'est ça? Exactement. Projet legacy. J'ai oublié, ça veut dire, définition de legacy, c'est des codes qui n'ont pas de test, non? Normalement. Sans je dis, Ouais, bon, bref, je connais pas le bon terme. Pour moi, legacy, c'est bon, on va dire, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Ça marche pour l'instant, mais on sait pas ça quand, marche. quand ça va péter, quoi. Exact. Ouais, non, c'est un peu ça, c'est vrai. On a deux Ouais. test coverage, on n'a pas trop beaucoup aussi. J'ai pas le numéro, la quantité en tête là, mais ouais, c'est plutôt Legacy, bien sûr, il y a des nouvelles choses à venir, par exemple microservices et tout, mais Legacy, c'est challenging. À cause du code métier, d'ailleurs, des fois, parce que on n'a pas utilisé vraiment du domaine driven design, pas vraiment du clean architecture, ça veut dire que tu sais pas exactement où sont les services. La partie métier, c'est un endroit, c'est une autre. En termes de dependency injection, WinVersion, où tu prends le code métier, tu sais pas le côté infrastructure poussé, c'est-à-dire email, cache, externe, tu sais pas, parce que c'est pas vraiment défini. Le projet est un peu long. C'est très bien fait, bien sûr, parce que ça a survécu Ouais. the test of time, tu vois, et c'est énorme, fait des millions de roupies, mais c'était un peu longtemps parce que c'était pas avant que le clean architecture devient quelque chose de très populaire, mais Hmm. maintenant, j'ai regardé des vidéos, des tutos sur Clean Architecture. J'essaie même d'avoir une petite certification. Enfin, je sais pas comment exactement, mais tu vois la différence. Hein, j'ai travaillé aussi dans des boîtes qui utilisaient Clean Architecture, mais seulement ce sont des projets beaucoup plus small scale, large scale. Je pense que Clean Architecture aurait bien aidé. Ok. Mais après, sinon, sur la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion en fait d'avoir faire l'architecture hexagonale et du DDD aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Et ça fait plaisir en fait de coder au quotidien, quoi. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'elle est un, un word of advice que tu aimerais donner aux développeurs qui, allons dire, qui sont intéressés avec l'architecture, qui veulent prendre the next step, prochaine étape dans leur carrière? C'est quoi ton advice? Prochaine étape, là, c'est un conseil plutôt pour les développeurs, pas les juniors, quoi, pour les développeurs plutôt expérimentés. C'est ça que tu me demandes, c'est ça? Ouais, voilà. Bah, c'est de s'intéresser plus tout ce qui est architecture, déjà architecture hexagonale, j'aime bien. Je trouve que ça te rend le code beaucoup plus simple. Tu prends vraiment du plaisir à coder au quotidien. De suivre ton pas un petit peu, donc de faire du DDD, c'est pas mal aussi. De s'intéresser à tout ce qui est, en fait, les principes de programmation. Je pense qu'il n'y a pas,
Il n'y a pas mieux. Principe solide, dependency inversion, etc. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est des choses que je trouve que c'est primordial. Au lieu d'apprendre des langages, trois, quatre langages, les langages, tu les apprends assez facilement. Mais c'est les principes qui restent les plus importants. Oui, c'est vrai, ça me fait penser du design pattern, je sais pas si tu connais CQRS. Ouais, ouais. C'est tellement utile si tu sais pas le read, le write. Moi, je crois que c'est un épisode pour une prochaine fois, le design pattern. Je pense que tu es très Bah, connu ça. on pourra parler la prochaine fois. Je fais sur mon projet. Ah, d'accord, d'accord. Peut-être tu auras un peu plus de temps de préparer. Mais, Ouais. en ce moment, si je vois que le design pattern c'est extrêmement important, même moi-même, là, je suis en train de préparer une présentation pour mon équipe très prochainement. Je vois ça. Mais quelque chose que j'ai oublié de te demander. Qu'est-ce que tu penses de l'IA? Comment tu utilises ça? Ouais. Maintenant, on peut pas faire un petit podcast, un petit talk de texte sans parler de l'IA. Pour être franc avec toi, je l'utilise au quotidien. Je l'utilise au quotidien. Je trouve que c'est un outil en fait qui va t'accompagner à coder et à avancer plus vite. Moi, comment je l'utilise, c'est pas que je lui demande du code et je copie, je colle. Ça marche pas comme ça. Je trouve que c'est pas utile. Je pense à 50% ils te répondent correctement, mais à 50% c'est complètement à côté de la plaque. Mais plutôt pour demander de l'explication. Récemment travaillé sur un lib fonctionnel, je sais pas si tu connais FPTS, Functional Programming pour TypeScript. Oui, oui. Donc il n'y a pas trop de doc dessus et c'était assez compliqué en fait d'aborder le projet avec du FPTS. Donc comme je te dis pas de doc tout ça, donc j'ai demandé à Claude, moi j'utilise beaucoup Claude au lieu que ChatGPT. Ah, J'ai demandé à Claude c'était des explications, comment ça marche, comment tu chaînes les fonctions, comment tu fais les maps, pourquoi tu fais ceci, cela, etc. Moi ça m'aide beaucoup comme ça. Pour comprendre aussi tout ce qui est architecture, voilà, c'est des questions, c'est du Kafka, des choses que hmm. c'est une nouvelle technologie, pourquoi on va implémenter cette technologie, pourquoi on va utiliser du Kafka dans ce cas-là, pourquoi pas un autre messaging service, tu vois, des choses comme ça, des explications, voilà. C'est comme ça que j'utilise moi. Bah, Yeah. je te repose moi, je te pose la question aussi. Non, c'est un peu pareil. Pour moi, par exemple, Legacy Code, c'est un peu vieux. Après, c'est proprietary. Les IA, ils sont pas vraiment well-versed avec ça. Il y a des méthodes de design pattern, façon de coder un peu, qui étaient à la mode auparavant. Moi, quand j'utilise, pour être honnête, les IA, ils se cognent. Alors, la meilleure façon pour moi, c'est quand j'utilise comme un proofreader, j'ai fait une fonction. Et bien sûr, des fois, il y a l'auto-suggestion de comparer le temps. Après, je demande à l'IA, bon, est-ce que ça make sense, ça, ce que j'ai écrit, sans avoir build rien. Et des fois, ça va me dire, ok, bon, mais tu peux améliorer en faisant X, Y, Z. Ce sont des choses bien répétitives. Je donne un exemple très spécifique. Je devais écrire un test intégration. Il y avait déjà un modèle avec les tests unitaires. Alors, ce que j'ai pris, copier-coller, j'ai dit comme ça, bon, regarde, là, les tests unitaires utilisent du mock-up, alors, .NET C#. Moi, je vais utiliser les vraies valeurs. Va les chercher si tu peux, sinon, on demande quelque chose qui peut fonctionner. Bon, ça a marché 50%, comme tu dis, mais il y avait une quinzaine, une vingtaine de dependencies. Alors, ça m'a sauvé 30 à 40 minutes facilement. Ouais. Et si tu fais ça souvent, c'est pas mal. Hein. Mais en termes de créativité, vraiment. Mais il faut savoir Ok. la base. Tu peux avoir beaucoup de... Ça, comme tu as dit, ça part carrément à côté des red herring, comme on dit. Et tu peux perdre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Après, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à débugger les réponses de l'IA aussi. Donc, ouais, il faut savoir l'utiliser. Je pense que c'est un outil très intéressant et qu'il faut l'utiliser, tu vois. Mais voilà, il faut savoir l'utiliser en fait. C'est un plaisir de t'avoir sur la plateforme Tech News. Là. Et bon, je pense qu'on doit avoir une autre version un peu plus avec le design pattern. Là, tu as même mentionné Kafka, Message Queuing. J'allais même te demander qu'est-ce que tu penses du acteur modèle depuis Golang et Scala. Et on va dérailler. Ça va jamais se terminer. Peut-être une autre fois, parce qu'on a pas mal d'épisodes à venir. Et bon, merci beaucoup, Nofas. Merci à toi. Merci de m'avoir Ciao. accueilli. Ciao. Merci. Bye.